Bien, merci et bonsoir à tous. Merci de votre présence. J'espère que l'intelligence et le droit est une thématique qui va vous intéresser. J'espère que nous serons éclairants. On n'est pas toujours certain d'ailleurs d'avoir tout compris et d'avoir la maîtrise de la matière, de la maîtrise absolue de la matière. Un remerciement d'abord aux organisateurs de cette manifestation, et on ne peut que les féliciter pour le choix du sujet. Je pense que l'intelligence artificielle est sortie des laboratoires de recherche. On n'a jamais autant parlé d'intelligence artificielle que ces dernières semaines, ces derniers mois. L'intelligence artificielle et le numérique, sans doute plus largement, constitue la quatrième révolution technique, la révolution du XXIe siècle, à côté de la technologie blockchain, de la technologie contre-intelligent. Enfin, il y a toute une structure d'outils autour du numérique qui s'agrège à l'intelligence artificielle pour offrir des possibilités décuplées, comme vous avez pu le voir dans la presse. Alors j'ai regardé la presse du jour sur l'intelligence artificielle, parce que quand même c'est de très chaude actualité, et la presse du jour est assez alarmiste. Alors vous n'avez pas à le savoir, ce sont des données personnelles. Je suis abonnée au Point, et cet après-midi, sur le site du Point, réservé aux abonnés, il y avait un dernier article intitulé « L'intelligence artificielle, pourquoi les chercheurs s'affolent ». Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire daté du vendredi, on trouve également, sur la même information d'ailleurs, un article « L'intelligence artificielle, les états d'âme des figures de la tech ». Donc il y a un certain émoi autour de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, quand on apprend que dans les années à venir, le développement de l'intelligence artificielle risque de provoquer la perte de 300 millions d'emplois à l'échelle planétaire, on ne peut évidemment que s'inquiéter. Alors, on parle d'intelligence artificielle. Je vous propose une petite définition de l'intelligence artificielle. Une petite, j'exagère d'ailleurs, parce qu'elle est proposée par l'Organisation internationale de normalisation. Donc, c'est une norme ISO. Et cette norme ISO définit l'intelligence artificielle en s'appuyant sur la capacité d'une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions qui, généralement, sont associées à l'intelligence humaine, c'est-à-dire le raisonnement et l'apprentissage. Et la norme ISO précise qu'il s'agit en fait d'un système autonome présentant une autonomie décisionnelle. Et c'est cette autonomie, évidemment, qui interroge. Alors, il existe différents types d'IA. Je suis tout à fait incompétente pour vous décrire toute la typologie de ces intelligences artificielles. Ce qui est certain, c'est qu'on peut les regrouper en deux catégories. Il y a l'intelligence artificielle qui appartient à la catégorie la plus classique, la plus anodine, j'allais dire, et qui relève du domaine de l'exécution. L'action de l'intelligence artificielle est alors prédéterminée par le biais d'un algorithme. On va lui donner des informations et on attend un résultat qui est très encadré. C'est presque une opération de calcul. L'action est prédéterminée et on va appeler là l'intelligence artificielle de prédiction. Et puis, il existe la deuxième catégorie d'intelligence artificielle qui relève de la catégorie auto-apprenante. Alors, plus ou moins auto-apprenante, c'est la raison pour laquelle on peut subdiviser tout cela. Et cette intelligence artificielle repose sur un système de machine learning. Et la forme la plus aboutie est constituée par ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond. Et cette IA est animée d'abord par des algorithmes d'apprentissage, et puis elle se nourrit de données massives. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle
sans big data, sans données massives. Pour que le système fonctionne, il faut un maximum de données. Alors, bon, vous connaissez certaines intelligences artificielles qui sont aujourd'hui proposées en libre accès, gratuit. Alors, c'est qu'à moitié gratuit parce qu'en fait, quand on les utilise, on travaille. Pour les concepteurs de l'intelligence artificielle, on contribue à l'amélioration du système. Il faut que le système se trompe pour pouvoir le corriger. Et pour le perfectionner, donc en ce moment, tout le monde parle de ChatGPT. Et puis, donc, l'intelligence artificielle créée, non financée, en fait, par Elon Musk. Et puis, il y a l'intelligence artificielle de Google, BART. Et puis celle de Microsoft, enfin bon, voilà. Et tous les secteurs professionnels, économiques sont concernés par ces intelligences artificielles. Bien sûr, les industries créatives, culturelles. Vous avez sans doute lu dans le courant de la semaine dernière qu'une bande dessinée était sortie et que le dessin était en fait un dessin généré par intelligence artificielle. On parle de la médecine, puisqu'il y a eu une présentation d'intelligence artificielle et santé, la comptabilité, les mathématiques, l'ingénierie, le droit, évidemment. Donc le marché est colossal. Le marché économique derrière est colossal. Évidemment, on ne peut que regretter la faible présence, et je suis gentille en disant faible présence, c'est la quasi-absence d'acteurs européens. Qui, dans l'Assemblée, a déjà testé ou utilisé une intelligence artificielle ? Donc, tout à l'heure, lorsqu'on discutera, on pourra échanger nos expériences. Il faut essayer. D'abord pour comprendre, et pour comprendre aussi que c'est un outil qui se dompte. Il faut apprendre à utiliser cet outil si on veut un résultat performant. Alors, l'intelligence artificielle ne peut pas laisser indifférente l'universitaire que je suis et les universitaires ici présents. Je pense que nous devons vraiment réfléchir à cet outil parce qu'il faut en faire un avantage pour nos étudiants, peut-être pour nous-mêmes aussi d'ailleurs, soyons modestes, et ne pas en faire un désavantage. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que nos étudiants apprennent à maîtriser cet outil pour être plus performants, mais il ne faut pas que l'outil travaille à la place des étudiants et des professionnels aussi. Alors, si l'intelligence artificielle ne laisse pas indifférente l'universitaire, elle ne peut pas non plus laisser indifférente le juriste que je suis. Les rapports entre intelligence artificielle et droit sont des rapports de deux genres, finalement. Et ces deux genres, ces deux types de rapports vont constituer les deux temps de la table ronde. En premier lieu, l'intelligence artificielle est un objet de droit. C'est un objet saisi par le droit. Donc, il faut réfléchir à cet objet, aux problématiques juridiques qu'il peut poser. Bon, alors on imagine tous, pour faire simple, la voiture qui est animée par intelligence artificielle qui provoque un accident. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la part de responsabilité induite par l'intelligence artificielle ? Comment on gère ça ? La dernière composition des Beatles, qui en fait n'est pas des Beatles, mais qui est une composition du style créée par intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait de cet objet ? Comment est-ce que le droit se saisit de cet objet ? Est-ce que c'est une œuvre protégée par le droit d'auteur ? Bien sûr. Par intelligence artificielle, si les données massives sont de qualité, on peut reconstituer la vie de quelqu'un. Alors bon, on peut penser à certains pays asiatiques qui captent les images dans l'espace public. Intelligence artificielle, plus données massives, on reconstitue évidemment la vie des gens, on les surveille. Problème de vie privée, problème de données personnelles.
Alors la difficulté quand une technologie de rupture apparaît, c'est de régler la question juridique et de trouver la norme qui éventuellement peut encadrer la situation juridique engendrée par l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, la norme sur laquelle on peut s'appuyer sera une norme générale, c'est-à-dire une norme qui a été prévue en fonction des besoins de la société, mais qui n'est pas dédiée à la technologie spécifique et aux problématiques spécifiques de cette technologie. Bon, il n'y a jamais de vide juridique. Il y a toujours des règles générales qui ont vocation à s'appliquer. Alors, la sécurité juridique n'est pas nécessairement au rendez-vous. L'efficacité n'est pas nécessairement au rendez-vous. La solution peut être inadaptée. Donc, progressivement, sans doute que vont apparaître des règles spéciales pour encadrer la technologie d'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas que ces règles spéciales viennent trop rapidement, puisque la technologie est évolutive et une loi adoptée trop rapidement pourrait très vite être obsolète par rapport à la technologie développée. Alors, il faut savoir que l'Union européenne est en ce moment en train de concevoir un paquet de réglementations pour encadrer l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas le législateur français qui va intervenir, puisque ce seront des règlements d'ailleurs. C'est le législateur européen qui va régler la question pour l'intégralité des États membres. Il est question d'un règlement pour traiter de la propriété intellectuelle et d'un règlement pour traiter de la responsabilité inhérente à la création et l'usage d'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est en cours, ce n'est pas encore abouti. Donc on ne pourra pas aborder toutes ces questions, évidemment, dans cette première partie de la table ronde. 3 intervenants prendront la parole sur cette thématique de ce que l'on peut appeler le droit de l'intelligence artificielle. Alexandre Portron, qui va présenter, sous l'angle du juriste, la notion d'intelligence artificielle. Maître Desoulières abordera une question qui nous passionne, l'intelligence artificielle et le droit d'auteur. Les productions artistiques engendrées par intelligence artificielle méritent-elles d'être considérées comme des œuvres protégées? Alors peut-être que vous aborderez aussi la question des inventions, je ne sais pas. Et puis Stéphane Grégoire, oui, je n'ai pas présenté Alexandre Portron, qui est un jeune collègue de la faculté de droit. Nous sommes membres du même laboratoire de recherche, le Centre d'études et de coopération juridique interdisciplinaire. Et tous les deux, nous sommes spécialistes de propriété intellectuelle numérique. Stéphane Grégoire, qui est un ancien étudiant, qui a travaillé à l'ECNIL et qui est responsable données personnelles dans une mutuelle niortaise, interviendra sur la thématique des données personnelles et intelligence artificielle. Voilà, ça, ce sera le premier temps de la table ronde. La deuxième partie de la table ronde permettra d'aborder l'intelligence artificielle sous l'angle d'un outil au service de l'activité juridique et judiciaire. L'intelligence artificielle, c'est une technologie, mais derrière la technologie, c'est aussi un outil qui doit peut-être permettre d'exercer l'activité juridique, judiciaire, donc au service des juristes d'une manière très, très large, les avocats, pourquoi pas les notaires, les huissiers, les magistrats. Bon, on peut très bien imaginer un contrat rédigé par intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va avoir le rôle d'un expert très sachant, parce qu'il aura toutes les données sur les normes applicables, sur la jurisprudence, sur la manière d'interpréter les normes. Voilà, c'est un outil de facilitation. Nous donnerons la parole, donc ce sera une présentation à 2 voix,
Maître Levillain Rollo, qui est une ancienne étudiante, et Maître Carré, qui n'est pas un ancien étudiant, présenteront finalement les pratiques ou les pratiques à venir, les risques peut-être aussi de l'intelligence artificielle pour le métier de juriste. Là, nous sommes à proximité du palais de justice. Que devient le palais avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle? Alors, monsieur Dodon devait témoigner de l'expérience du MEDEF et des entreprises, puisque le MEDEF a su créer un outil d'intelligence artificielle qui permet aux entreprises de traiter rapidement, on va dire à faible coût, et dans des conditions de qualité très satisfaisantes, les problématiques de droit social des entreprises. Alors, monsieur Dodon, en raison de ses occupations, de ses activités, est retenu. Est-ce qu'il arrivera en cours de table ronde? Nous n'en savons rien. Voilà. Alors, je suis très bavarde, excusez-moi. Nous allons commencer avec la première partie de la table ronde, donc dédiée au droit de l'intelligence artificielle, et je vais passer la parole à Alexandre Portron. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir. Alors, je vais faire honneur à l'intitulé du laboratoire de recherche auquel j'appartiens à travers le caractère interdisciplinaire, puisque pour ne pas faire doublon avec un certain nombre d'éléments qui viennent d'être donnés, je vais vous proposer une introduction qui consiste à tenter de replacer l'intelligence artificielle dans la longue et très importante histoire des automates. Et on va voir, à travers cette courte introduction, que finalement, le droit s'est jamais vraiment saisi de ces questions-là, en tout cas pas directement, même si, finalement, ça a l'air d'être les concepteurs d'automates qui ont le plus de considération pour le droit, ou en tout cas pour les lois. Et on verra que les lois ont été sollicitées, pas forcément les lois juridiques, mais les lois ont été sollicitées par les concepteurs d'automates depuis bien longtemps. Et on verra aussi, sans doute, c'est en tout cas ce que j'espère arriver à vous montrer, que les réactions, dont certaines plutôt alarmistes ont déjà été signalées, face à ces automates, finalement, remontent à très longtemps. Alors, pour commencer, on peut peut-être se mettre d'accord sur le fait que notre société obéit à un objectif cartésien qui avait été formulé par Descartes en disant que l'objectif était de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et finalement, face à ce projet, il y a deux attitudes. En tout cas, j'en distinguerai deux pour l'utilité de l'exposer. Quand on comprend vraiment très bien la nature, on est capable de la reproduire. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Quand on la comprend un peu moins bien, on essaie de l'imiter. Donc ces deux fonctions, ces deux attitudes ont pas mal agité l'esprit humain dans sa tentative de compréhension du monde. Et finalement, je trouvais intéressant de distinguer faire ou reproduire et imiter, parce que, comme ma collègue l'a tout à fait clairement exprimé, les acteurs actuels de ce secteur de l'intelligence artificielle sont en gros dans la Silicon Valley et dans d'autres pays à la pointe. Et ça me faisait penser à ce mantra bien connu de la Silicon Valley, fake it until you make it, faire semblant tant qu'on n'y arrive pas. Et donc, je voudrais tenter de vous montrer que l'histoire des automates, c'est un peu ça. Alors, si on réfléchit, donc le mouvement automatique, le mouvement autonome, on va dire,
passionné l'être humain depuis toujours, et sans doute le premier de ces mouvements autonomes à avoir été apprivoisé, c'est sans doute le mouvement du feu. Et on peut se rappeler que les premiers artisans métallurgistes sont des magiciens. Ils sont exclus des sociétés, sont des itinérants. Ils inquiètent autant qu'ils fascinent, même si on comprend très rapidement que leur savoir est précieux et qu'ils sont tout à fait utiles. Donc, dans l'alarmisme, il y a sans doute un petit peu de cette pensée magique, le fait de voir un ordinateur vous répondre à une question comme s'il l'avait comprise, sans doute. Y a-t-il un peu de cet élément-là? Mais très rapidement interviennent les premières révolutions rationalistes dans le giron des pensées antiques. Et les premiers automates qui vont tenter de reproduire le mouvement autonome des animaux, des êtres vivants, vont apparaître au IIIe siècle avant notre ère en Égypte, avec un personnage qui s'appelle Ctésébios, qui va fonder l'école des mécaniciens d'Alexandrie. Et on a, dès cette époque-là, des automates humanoïdes, anthropomorphes, capables de servir à boire, des animaux qui se déplacent de manière automatique, avec, encore une fois, un effet de fascination tout à fait important. Et jusqu'à la Renaissance, ce sera ce type d'automate. Jusqu'à, je vais donc citer un exemple historique, 18e siècle, le canard digérateur de Vaucanson. 1730, les années 1730, non plus que d'imiter le mouvement, que l'on imite sans vraiment pouvoir le reproduire. Ce n'est pas le mouvement musculaire de l'animal qui est reproduit, mais bien un comportement. On va essayer d'imiter une fonction. Donc là, la fonction de digestion du canard, qui, encore une fois, est imitée, faute de pouvoir être totalement reproduite. Pourquoi cette analogie? Parce que ça permet de comprendre l'intelligence artificielle. On commence à distinguer le comportement de la fonction et on va chercher à imiter non plus le comportement, mais les fonctions mêmes. Et au même moment apparaissent les premières tentatives de vol habité qui se distinguent du biomimétisme, de la tentative de mimer la forme vivante, mais de mimer sa fonction. Pourquoi cet exemple? Parce que c'est typiquement ce que va expliquer Yann Lequin, qui est un des pionniers français en matière d'apprentissage profond, qui est aujourd'hui à la tête du département intelligence artificielle de Meta. Et il explique très bien que les réseaux neuronaux et tout ce qui est à la base technique de l'intelligence artificielle que l'on connaît aujourd'hui, ça a autant à voir avec l'intelligence humaine que l'aile d'un avion a à voir avec le battement de l'aile d'un oiseau. Donc on cherche à imiter une fonction, on y arrive, mais on ne la reproduit pas totalement. C'est donc un des petits problèmes qui va finir par se poser. Et pour revenir au canard de Vaucanson, son problème, c'est qu'il imite un animal-machine. C'est la thèse cartésienne de l'animal-machine. Mais au même moment, un personnage, Claude Perrault, qui est le frère du conteur Charles Perrault, va dire « Oui, mais non, on imite un comportement, mais un animal, c'est pas ça. Un animal, il a un principe, il a une âme, et c'est ça qu'il faudrait, si on voulait produire un vrai canard, il faudrait qu'il ait cette âme-là. » Et c'est donc ce qui va finir par susciter l'interrogation des scientifiques qui vont se pencher sur la question de ces fonctions intellectuelles, de ces fonctions de la pensée. Et il ne faut pas attendre plus d'un siècle pour qu'un mathématicien anglais, George Boole, écrive un ouvrage qui s'appelle « Les lois de la pensée », dans lequel il pose les bases de l'algèbre binaire, qui va être au fondement de l'informatique et où il va tenter de synthétiser les fonctions de la pensée humaine. Et donc, dans cette algèbre, vous avez toutes les fonctions, des fonctions logiques, et ou non, etc. C'est intéressant parce que son approche passe par des lois. L'idée qu'on puisse formaliser dans des lois, ce n'est pas tout à fait du droit évidemment, mais on peut passer par des lois pour synthétiser la pensée humaine. Bon, au départ, ça reste un peu lettre morte, puis arrivent les débuts de l'informatique, et en 1950, un personnage que vous connaissez sans doute, Alan Turing, va écrire un article, Computing Machinery and Intelligence, donc machine informatique et intelligence, où il va poser les fondements de ce qu'on a appelé un automate de Turing, donc une machine
capable de répondre à une question, un problème posé, de telle sorte que celui qui reçoit la question n'est pas capable de distinguer si la réponse est donnée par une machine ou si elle n'est pas donnée par une machine, si elle est donnée par un être humain. C'est ce que Turing va appeler le jeu de l'imitation, imitation game, pour ceux qui ont vu le film sur la vie d'Alan Turing, le film éponyme. Et on va, à partir de là, essayer de trouver on va essayer de trouver des manières de procéder de cette manière-là. On est en 1950. Alan Turing se suicide en 1954. En 1956, au Dartmouth College, l'intelligence artificielle naît en tant que domaine de recherche. Et très rapidement, on va faire des progrès. Vont arriver les premières théories sur les réseaux neuronaux, dont je vous ai donc expliqué qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec des réseaux neuronaux, même s'ils s'appuient sur des compréhensions du fonctionnement neuronal du vivant. On imite une fonction. Et tout un tas d'applications pratiques peuvent, à partir de ce moment-là, être envisagées. Elles ne sont pas encore techniquement trop réalisables, pour la raison que ma collègue vient d'exprimer, à savoir qu'on n'a pas suffisamment de données pour nourrir ces machines, et que leur puissance de calcul n'est pas encore suffisante pour donner des résultats convaincants. Donc, par exemple, M. Lequin, l'apprentissage profond, il fait ça depuis les années 80. Et puis, on lui a dit... oui, mais ça ne marche pas, donc il a arrêté. Et puis maintenant, ça reprend. Donc, ces applications pratiques, qu'est-ce qu'elles vont permettre? Qu'est-ce qu'elles vont susciter? Elles vont susciter des applications, elles vont susciter des problèmes, des enjeux auxquels le droit va avoir à répondre. Et là-dessus, un certain nombre de penseurs, d'intellectuels se sont penchés, pas mal en science-fiction. Je nommerai parmi les lois qui ont encadré ces questions-là, les lois de la robotique de Isaac Asimov, dont on peut voir déjà des applications. On parlait des robots conversationnels. Quand on bride un robot conversationnel pour qu'il ne soit pas capable de vous donner la manière de fabriquer un engin explosif, est-ce qu'on n'est pas dans une application de la deuxième loi d'Asimov qui dit que le robot doit obéir à l'être humain, sauf si il risque de mettre en danger un être humain, c'est-à-dire être en conflit avec la première loi? Bon, voilà, on peut imaginer ce genre de choses-là. En tout cas, on peut admettre que les gens qui sont à la manœuvre actuellement ont ces enjeux-là en tête, évidemment. Mais ce ne sont sans doute pas les enjeux sur lesquels le droit aura à se prononcer dans l'urgence. Là, la question est sans doute la régulation d'une industrie émergente pour stimuler l'investissement et encadrer, de sorte à diminuer les inquiétudes qui ne manquent pas de se faire déjà sentir. Et je crois que c'est ce dont mes camarades de tablée vont vous parler plus en détail. Je vous remercie de votre attention. Merci. Sans plus attendre, je passe la parole à Maître Deshoulières, qui va parler d'intelligence artificielle et droit d'auteur, dont vous êtes libre de votre titre. Allez. Donc, ce sera plutôt intelligence artificielle et propriété intellectuelle, et donc pas seulement le droit d'auteur, mais également le droit des brevets. Peut-être une petite explication sur ce qu'est le droit d'auteur et le droit des brevets. Ce sont des branches du droit qui vont viser à rétribuer des personnes qui ont une activité inventive. On considère que pour inciter ces personnes à créer des œuvres d'art ou à créer des objets techniques, il est légitime de leur conférer ce qu'on appelle un monopole, c'est-à-dire un droit exclusif sur leur création pour pouvoir l'exploiter, en tirer un revenu, en autorisant d'autres personnes à utiliser ces objets-là. Et ces branches du droit ont cela de particulier que ce sont les branches privilégiées, disons, qui viennent saisir, d'une part, ce qu'est l'intelligence artificielle, et d'autre part, ce que produit
l'intelligence artificielle. Et donc, en bon étudiant en droit, je ferai deux sous-parties, avec le droit d'auteur et puis le droit des brevets. Et je verrai, dans chacune de ces parties, comment le droit d'auteur et le droit des brevets traitent l'objet de l'intelligence artificielle et les produits de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi est-ce que les questions sur le droit d'auteur sont liées avec celles de la propriété intellectuelle? Eh bien, c'est que, très classiquement, le droit d'auteur vient protéger des créations qui sont originales, c'est-à-dire qu'elles manifestent la personnalité de leur auteur. Lorsque le logiciel est apparu, on s'est dit, mais comment est-ce que les logiciels sont protégés? Est-ce que c'est du brevet? Est-ce que c'est du droit d'auteur? Il y a une activité inventive un petit peu technique, mais il y a quand même un code source qui est vraiment quelque chose qui est écrit. On pourrait presque l'écrire à la main sur une feuille de papier, comme une œuvre littéraire. Et puis, les législateurs, et puis ensuite au niveau international, dans les traités internationaux, ont décidé de dire que le code informatique serait protégé comme un texte littéraire. C'est-à-dire que Victor Hugo est protégé comme le code informatique qui met en œuvre une intelligence artificielle. Et c'est là que le droit d'auteur va avoir une prise sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, ça n'est pas seulement du code informatique. C'est plus précisément un algorithme, c'est-à-dire une formule mathématique qui peut être très complexe, qui sera mise en œuvre par un code informatique. Et donc, on aura ce code qu'on peut lire, qu'un être humain peut lire, qui va dire lancer tel algorithme, et puis ensuite, qu'il y aura une suite d'instructions pour exécuter l'algorithme. L'algorithme en lui-même, qui est une formule mathématique, ça n'est pas protégeable par le droit d'auteur, c'est de libre cours, tout le monde peut l'utiliser, et c'est bien heureux, sinon les professeurs de mathématiques auraient du mal à diffuser leur savoir. En revanche, la manière dont le code est écrit, pour venir mettre en œuvre cet algorithme, c'est ce code-là qui sera protégé au titre du droit d'auteur. Et voilà comment donc l'intelligence artificielle, l'ensemble, disons, que forment l'algorithme et le code informatique, seront protégés par le droit d'auteur. Et ensuite, j'en viens à cette question qui est évidemment extrêmement débattue. Ce sont les produits de ce que permettent de faire les intelligences artificielles. Donc, on connaît certaines intelligences artificielles qui sont capables de produire de la musique. Donc, ça n'est plus un humain qui est derrière une partition, sur son piano, à essayer de trouver un son qui soit audible, qui soit dansant. C'est une machine qui, à partir d'un ensemble de données, va réussir à comprendre ce qui va faire danser un être humain, ce qui va être agréable à être écouté. Mais dans ce cas-là, est-ce que la création va correspondre à la définition du droit d'auteur, c'est-à-dire à une création originale? Et la jurisprudence nous dit, c'est une création qui manifeste la personnalité de son auteur, c'est-à-dire qui montre ce qu'il a en lui et comment, dans la sphère extérieure, se manifeste sa créativité. La réponse est assez claire, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'une œuvre musicale qui nous paraîtra être créée par un être humain, si elle est créée par une intelligence artificielle, elle ne va pas bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur. Mais alors c'est extrêmement compliqué. Imaginez, moi je suis avocat en propriété intellectuelle. J'ai certains clients qui viennent me voir, qui me disent, voilà c'est mon œuvre, quelqu'un m'a pris mon œuvre, attaquez-le. J'y vais. Si l'adversaire me dit devant le juge, mais qu'est-ce qui me prouve que l'œuvre musicale que vous défendez a été créée par le musicien et non pas par une intelligence artificielle? On se retrouve face à une sorte de problème actuel qui fait que, enfin, qui dérive du fait que les principes du droit d'auteur, de la protection du droit d'auteur, ont été créés à un moment où l'intelligence artificielle n'existait pas. C'est un peu simple de dire ça, mais la protection de nos œuvres repose sur un état de la technologie qui n'est plus
l'état actuel de la technologie. Et en cela, il y a une sorte de crise de la protection du droit d'auteur. C'est la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez utilisé ces sites Internet qui permettent de créer des photographies. Vous allez en ligne, vous mettez quelques mots, et vous avez d'incroyables photographies ou d'incroyables dessins ou compositions numériques visuelles qui se présentent à vous. Vous avez l'impression que ça représentait 10 heures de travail d'un créateur qui a vraiment mis de soi, qui a vraiment fait un truc original. Eh bien non, c'est simplement une intelligence artificielle sur la base de millions d'images prises sur Internet qui arrive à créer ce résultat en quelques secondes. C'est la même chose pour les textes. Et là, alors je n'ai pas le droit de dire le nom de mes clients, mais je conseille personnellement un client qui fait de l'intelligence artificielle et qui est un acteur français, donc européen, qui est un leader mondial, parce qu'il vend sa technologie également aux États-Unis, et qui, à partir de flux de données, alors notamment dans le domaine sportif, mais également dans le domaine de la météo, arrive à recréer des articles en entier, comme si un être humain l'avait produit. Une des applications aussi, c'est lorsque vous avez un site internet avec énormément de références de produits que vous vendez dessus, c'est très long d'écrire des articles pour chacun des produits. Eh bien, ce que permet cette intelligence artificielle, c'est à partir d'un tableau Excel avec les caractéristiques du produit, de créer des articles comme si ça avait été écrit par un être humain. Mais, à nouveau, vous avez une reprise de ces articles, vous avez un contentieux. Nécessairement, va se poser le point de savoir, est-ce que ce sont des articles d'êtres humains qui bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur, ou est-ce que ce sont des articles de machines qui, eux, ne peuvent pas bénéficier parce qu'ils ne sont pas l'émanation d'une personne humaine de la protection par le droit d'auteur. Je ne vais pas plus loin, je pourrais continuer, mais vous voyez que le droit d'auteur est en crise en raison de ces innovations technologiques liées à l'intelligence artificielle. Maintenant, le droit des brevets. Donc le droit des brevets, comme je le disais, c'est un droit du technicien, c'est un droit de l'ingénieur, c'est quelque chose qui va permettre à quelqu'un qui a eu une activité inventive, c'est-à-dire un expert d'un certain domaine technique qui s'est vraiment creusé la tête pour amener la technique un petit peu plus haut, résoudre un problème complexe, qui va être gratifié par la loi en se voyant reconnaître ce monopole légal dont je parlais tout à l'heure. Alors, première chose, est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir être protégée par le droit des brevets? Alors, la réponse est assez complexe parce que nous n'avons pas la même réponse en France et aux États-Unis. Disons que, en principe, en France, on ne peut pas protéger un code informatique par le droit des brevets. Donc, j'allais dire, naturellement, par principe, l'intelligence artificielle ne sera pas protégée par le droit des brevets en France. En revanche, aux États-Unis, le droit des brevets peut absolument tout saisir. Donc, le droit des brevets va pouvoir protéger l'intelligence artificielle. Alors, c'est plus compliqué que ça, puisque les critères aux États-Unis sont très complexes, et qu'en fait, en Europe, si vous avez un algorithme d'intelligence artificielle qui met en œuvre, par exemple, une Tesla, qui va prendre des décisions pour conduire sur une route, une intelligence artificielle qui est capable d'animer quelque chose de physique, alors dans cette hypothèse-là, vous allez avoir un ensemble qui va pouvoir être protégé par le droit des brevets. Donc, finalement, le droit des brevets va reprendre ses droits lorsque l'intelligence artificielle est à l'origine d'un mouvement physique d'une machine, hein, le plus généralement. Ça peut être également de laser, par exemple, dans le domaine de la neurologie, où il y a beaucoup de travail d'intelligence artificielle. Et donc là, de nouveau, on aura un ensemble, un package, intelligence artificielle, produit technique, qui va pouvoir être protégé par le droit des brevets. La question ici qui va se poser est la suivante. En principe, on va attendre d'un créateur qu'il ait une activité mentale. C'est déjà l'expert d'un domaine, il a une activité mentale qui amène l'état de la technique un petit peu plus haut. Et ça, normalement, au moment où on a créé le brevet, il n'y avait qu'un être humain qui était capable de faire ça. Mais aujourd'hui, avec les technologies qu'on a inventées, avec le fait que l'intégralité des brevets
soit en ligne, sont compréhensibles par des machines, comment peut-on être absolument certain que l'activité inventive qui a permis de faire progresser d'un pas la technique soit l'activité d'un être humain et non pas l'activité d'une machine? Et donc là, le même problème va se poser qu'avec le droit d'auteur. On va se retrouver devant des juges avec des adversaires ou nous-mêmes qui pourront dire, pour faire tomber un brevet, mais qu'est-ce qui me prouve que ce brevet a été l'objet d'une activité inventive? Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas une machine du type ChatGPT qui, en comprenant un ensemble de technologies connexes antérieures qui sont décrites sur Internet, qu'est-ce qui me prouve que ça n'est pas cette intelligence artificielle qui a permis de faire par elle-même avancer la technique? Donc on se retrouve ici, en matière de brevet, comme en matière de droit d'auteur, avec un problème fondamental qui est que les critères de protection, c'est-à-dire le fondement même sur lequel reposent ces matières, ne correspondent plus à l'état de la technique, parce que dans le cadre d'un contentieux, au moment où on pourrait mettre en œuvre la protection que confèrent le droit d'auteur et le droit des brevets, alors en défense, on pourra réduire à néant la protection que nous confèrent ces droits de propriété intellectuelle. Voilà, en quelques mots, les problèmes que pose l'apparition des technologies, de la propriété intellectuelle vis-à-vis de l'intelligence artificielle vis-à-vis des concepts classiques de la propriété intellectuelle. Voilà matière à débat et à discussion. Je passe la parole à Stéphane Grégoire qui va donc nous parler des données personnelles et intelligence artificielle. Non, c'est pas la peine d'appuyer, ça marche. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors je vais peut-être être l'oiseau de mauvais augure en fait. Je me rends compte que voilà, il en faut un, ça va être moi. Ce que je vais m'efforcer de faire, c'est de vous dresser assez rapidement un petit panorama en fait de la relation de couple entre l'intelligence artificielle et la protection des données. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer la citation introductive du dernier rapport, enfin d'un rapport du Conseil d'État de l'année dernière sur l'intelligence artificielle, qui était: il ne connaît pas la pitié, ni les remords, ni la peur, et rien au monde ne peut l'arrêter. Personne. Voilà. Le Conseil d'État s'est tiré de Terminator, le film de James Cameron de 1984. Parce qu'en fait, c'est bien de ça dont on est en train de parler. C'est du point de vue de la protection des données, c'est ce qu'on redoute. On redoute quoi dans notre imaginaire? C'est Terminator, c'est HAL 9000 de l'Odyssée de l'espace, l'intelligence artificielle. Et c'est finalement une machine pensante qui échappe au contrôle et qui prend des décisions vis-à-vis des personnes. En l'occurrence, dans le cadre de Terminator et de HAL 9000, elles sont relativement létales. Mais si on regarde maintenant notre droit de la protection des données, qu'est-ce qui justifie ce droit de la protection des données? Finalement, c'est la préservation de libertés, de droits fondamentaux. Ce ne sont pas des droits économiques, hein, même si avec le RGPD, je pense que vous avez tous entendu parler du RGPD, on voit les aspects très matériels de la chose. Mais fondamentalement, ces textes-là ont une visée qui est une visée de protection des libertés fondamentales, de nos libertés, que ce soit la liberté d'aller et venir, la vie privée bien évidemment, mais également la liberté d'information. Et donc, ces textes qui protègent les données à caractère personnel, une donnée à caractère personnel, tout le monde voit ce que c'est évidemment les données qui nous identifient directement, nom, prénom, mais c'est aussi des choses qui nous identifient indirectement, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, numéro du VIN, ou de façon plus éloignée, toute donnée qui va se rattacher à nous, nos revenus, notre navigation sur Internet, ce qu'on a consulté à la bibliothèque. Pardon ? Ce que l'on a consulté à la bibliothèque. Et donc, si on veut regarder ce qu'on protège, on va regarder les risques qui sont encourus. Et
notre intelligence artificielle, elle nous fait peser, en tout cas c'est comme ça qu'ils sont analysés, différents types de risques, que ce soit des risques qui sont liés à des risques individuels ou des risques collectifs. Je vais vous donner quelques exemples des risques que l'on veut parer par l'application de la législation de la protection des données. Les discriminations à l'embauche, sur des critères qui sont des critères ethniques, la discrimination dans l'accès à l'éducation. Et je pense que quand on parlait de Parcoursup, quand on parlait de sélection, d'affectation et de proposition, on était bien dans le cadre d'une IA, et les risques qui étaient liés à ça, c'était des risques d'exclusion de certains jeunes enfants de l'accès à des formations. Ce sont des risques qui peuvent être de nature économique, le credit scoring qui vous exclut du bénéfice d'un emploi. Ce peuvent être encore des risques qui sont liés à une tarification en fonction des revenus pour un même produit. On a eu des discussions sur les billets d'avion et les modifications du tarif. Bon, ce n'était pas le cas en l'occurrence. Des risques sociaux, je pense que tout le monde a en idée le social scoring de ce que peut pratiquer la Chine, et donc qui repose sur l'analyse du comportement des individus et du respect d'un certain nombre de normes qui sont fixées et qui entraînent des effets sur ces personnes. Et vous voyez, on se rapproche par l'utilisation de la donnée, par l'application de l'algorithme, par l'application de ces mécanismes d'intelligence, d'effets qui sont des effets nuisibles sur les personnes. Et puis bien évidemment les libertés. Liberté d'aller et venir tranquillement et anonymement. Quand on pense au système de biométrie temps réel qui, par captation de l'image et réidentification des personnes, la surveillance systématique de l'espace public. Et ça, ce sont les vrais enjeux, les vrais risques que posent du point de vue informatique et liberté ces intelligences artificielles. Et puis, si on y regarde un petit peu plus près sur la réalisation de ces risques qui peuvent être liés directement au fonctionnement de la machine, parce qu'elle a été conçue pour ça, parce qu'elle a été conçue pour produire ce résultat. Ça peut être voulu, parfois ça peut être non voulu, mais ça peut être aussi un risque qui se réalise parce que le système est détourné de sa finalité, détourné de son usage par un pirate qui, en l'attaquant, prendra la maîtrise, modifiera des paramètres et entraînera des conséquences négatives du type ou des risques, la réalisation des risques que je vous décrivais. Et puis ça peut être tout simplement aussi, non pas la machine folle, mais la machine, l'intelligence défaillante, parce qu'entraînée sur des mauvais jeux de données, parce que les raisonnements sont défaillants, parce que ses capacités d'apprentissage ou d'auto-apprentissage de deep learning vont l'entraîner à tirer des conclusions erronées qui vont modifier le résultat qu'elle va le produire et qui finalement entraîneront la réalisation de ces risques. Et donc vous voyez, c'est cet environnement-là qu'on veut prévenir. Alors qu'est-ce que dit le droit de ce point de vue-là? Le droit, la loi de 1978 concernant la France, le règlement européen, ne traite pas de l'intelligence artificielle en tant que telle. J'ai cherché, alors pour le coup j'ai fait du contrôle F comme tout le monde pour vérifier si dans le texte je voyais apparaître ça, et rien. Pas un mot sur l'intelligence artificielle. Pour autant, eh bien, le rattachement il est vite fait. Données à caractère personnel, traitement de données personnelles, la réglementation a vocation à s'appliquer, indépendamment finalement de l'objet, par le simple fait qu'il s'agit de traitement de données à caractère personnel. Et donc, tout l'arsenal de principes qui doivent s'appliquer vont s'appliquer. Le principe de finalité qui nous dit que un traitement, l'utilisation de ces données à caractère personnel dans le cadre d'une IA, en l'occurrence, ne doit être fait que pour une finalité légitime, explicite et déterminée. Belle affaire que de se dire qu'on n'a pas le droit de faire des traitements discriminatoires sur la base d'IA. C'est interdit. Bon, d'accord. À titre personnel, j'en ai vu quand j'étais à la CNIL, notamment du marketing ethnique. On n'était pas encore sur de l'IA, mais ça existait déjà.
Le principe de minimisation qui voudrait qu'on utilise un minimum de données pour aboutir au résultat. Et c'est peut-être là d'ailleurs une des gênes qu'on a ou une des craintes que l'on a avec ChatGPT. Et je pense que Marie-Eugénie, tu évoquais les big data, les méga data. C'est à la fois la profusion de données qui est créée ou que l'on produit nous-mêmes, leur fluidité par le fait qu'elles sont dans des formats numériques et leur disponibilité sur les réseaux sociaux, dans des gigabanques de données, chez des brokers. Et c'est peut-être finalement cet instant où on a tout ça de réuni, plus des capacités informatiques très avancées, de la puissance de calcul qui nous mettent face à une difficulté particulière, une crainte particulière, alors que l'algorithmique, elle n'est pas nouvelle, je crois, si j'ai bien compris ce qui nous a été expliqué. Donc les principes fondamentaux qui s'appliquent. Si on y regarde d'un petit peu plus près, dans les textes, dans le texte du RGPD notamment, il y a des choses qui sont directement liées à l'intelligence artificielle, sans en dire le mot. C'est ce qui est qualifié de décision automatisée. Il s'agit de quoi ? Eh bien, il s'agit de prendre en considération un type de traitement particulier qui vise à produire des effets de décision qui affectent une personne physique, une personne concernée, du point de vue juridique, ou qui a des effets substantiels sur elle. Typiquement, le credit scoring. Et qu'est-ce qu'il nous dit le texte ? Il nous dit une personne a le droit de ne pas faire l'objet d'un tel traitement. Fini, RIP, pas d'IA. Vous vous doutez bien, un texte et un principe, s'il n'a pas une exception ou des exceptions, c'est moins drôle. Et donc, il y a des exceptions avec le consentement de la personne. On vous a beaucoup parlé de consentement, je pense, si c'est nécessaire à l'exécution d'un contrat, et peut-être de façon plus générale, si c'est prévu par le droit de l'Union européenne ou le droit d'un État membre. Et on le voit, ça se réalise. Et hop, Terminator debout, on le croyait mort, et il nous revient notre Terminator. Si on regarde dans la loi de 78, maintenant, on va voir aussi des éléments. Typiquement, l'interdiction des décisions judiciaires entièrement automatisées. C'est spécifiquement interdit par la loi de 78, et je gage qu'on va retrouver ce type d'interdiction ou cette interdiction dans d'autres textes. Celle-ci est interdite. La décision administrative individuelle, elle, n'est pas interdite. Elle est possible sur la base d'une machine. On en revient à Parcoursup. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le lire, peut-être un peu rapidement, néanmoins. Pour autant, il y a des exigences, des encadrements. Donc, au-delà de ces principes, la décision administrative individuelle prise de façon automatique nécessite à peine de nullité que le fonctionnement soit explicable, expliqué, et que ce soit vérifié. De la même façon, je vous parlais de la prise de décision automatisée sur les personnes produisant des effets juridiques. Eh bien, les principes fondamentaux et des principes spécifiques liés à l'information obligent le responsable de traitement, celui qui les met en œuvre, à garantir à la personne concernée une information spécifique sur la logique qui sous-tend le fonctionnement de l'algorithme de prise de décision. Mais alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le fonctionnement de ces machines, l'effet boîte noire, je le prends en plein dans le visage. C'est compliqué, c'est difficilement intellectuellement accessible, et c'est par ailleurs difficilement explicable. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder peut-être jeter un petit coup d'œil juste du côté de l'autorité à l'occasion. Vous savez que en France, on a une autorité administrative indépendante qui s'appelle la CNIL, qui est le régulateur et le garant de l'application de la loi informatique et liberté. Et celle-ci se prononce, soit qu'elle est saisie par des entreprises, mais il y a des cas dans lesquels, pour un certain nombre de traitements particuliers qui sont liés à la sûreté, à la sécurité de l'État, à la sûreté publique ou au régalien ou à la justice, elle est obligatoirement consultée. Et on a eu un cas avec un avis de décembre 2022 qui est relativement intéressant à mon sens pour montrer quelle est la
position, en tout cas sur un cas particulier de l'autorité, et peut-être toucher du doigt la tension qu'il peut y avoir entre ces systèmes d'intelligence artificielle et l'utilisation des données à caractère personnel. Le cas, c'est celui des JO 2024. Vous savez que l'exécutif envisage l'utilisation de caméras de vidéoprotection fixes ou montées sur des drones afin d'utiliser des systèmes d'IA pour détecter des comportements qui seraient suspects et de nature à entraîner des risques pour la sécurité des personnes, ou constituer des actes ou être révélateurs d'actes de terrorisme en préparation. Et c'est là-dessus que l'autorité a été saisie. Elle a été en vertu des textes, et qu'est-ce qu'elle a conclu? Elle n'est pas en mesure d'interdire le traitement. Pour autant, la CNIL s'est prononcée sur le fait qu'elle estimait que, de façon générale, ces systèmes-là introduisaient dans notre société, par leur caractère innovant, par les impacts qu'ils ont sur les libertés et la remise en cause, notamment de la relation des citoyens à l'espace public, sont de nature à profondément affecter cette relation et nécessitent une réflexion globale, doivent être utilisés de façon très périmétrée, qu'ils doivent être autorisés par la loi pour être légitimes. Et au final, et ils l'ont fait avec, la CNIL l'a fait avec ses homologues des 26 autres, oui, 26. On oublie difficilement nos amis britanniques. Avec les 26 autres, se sont prononcés sur l'IA Act dont parlait Marie-Eugénie, me semble-t-il, pour justement demander la fixation de lignes rouges, parce que les risques, parce que l'utilisation de ces systèmes est en soi potentiellement facteur de réalisation de risques très importants, la fixation de lignes rouges pour interdire certains traitements de données à caractère personnel par des intelligences artificielles, notamment liés à la biométrie d'identification en temps réel dans l'espace public. On est typiquement sur le film Minority Report. Voilà, c'est de ça dont on est en train de parler. Je vous avais dit que c'était moi l'alarmiste du jour. Sur la nécessité d'une régulation avec une autorité forte, indépendante et européenne, sur le fait d'avoir, me semble-t-il, une vigilance particulière sur l'utilisation de ces systèmes-là dans le cadre des fonctions régaliennes de police et de justice, et c'est bien de ça dont il est question avec ces caméras intelligentes. Voilà, donc l'autorité qui s'est saisie de la question depuis 2017, qui a déjà émis des recommandations et qui cherche à attirer, me semble-t-il, l'attention sur les risques inhérents à l'utilisation de ces technos, qui ne sont pas en elles-mêmes interdites, mais dont l'usage peut avoir des effets vraiment critiques sur le fonctionnement de nos sociétés démocratiques. Donc au final, un texte qui a vocation à s'appliquer, qui propose un certain nombre de mesures, dont l'effectivité devra être vérifiée, des systèmes qui méritent du contrôle, de l'audit et au final en permanence la vérification de leur fonctionnement et une vigilance particulière et un débat public. Merci. Merci. Merci bien pour cette touche sinistre. La deuxième partie de la table ronde. Donc l'intelligence artificielle comme outil d'appui à l'activité judiciaire, plutôt judiciaire, juridique, judiciaire. À deux voix, donc on vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez. Merci. Je vous remercie. Alors effectivement, avec François Carré, on a choisi de vous parler des métiers, notamment d'avocat, de magistrat et du justiciable, et de s'interroger à juste titre si dans l'avenir, on n'allait pas être remplacé, parce que c'est une préoccupation qui est présente dans le monde juridique, de s'interroger sur est-ce qu'on peut remplacer aujourd'hui un avocat, un magistrat, et finalement, est-ce que c'est envisageable, et si oui, dans quelle mesure?
Alors, moi, je me suis interrogée sur les évolutions de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies sur le métier d'avocat. Pour moi, il y a eu 2 grosses transformations ces 10 dernières années. La première, c'est la façon dont les avocats recherchent. On a une transformation de la recherche documentaire et jurisprudentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche plus du tout de la même façon qu'il y a 10 ou 15 ans. Et le deuxième aspect, c'est l'aide à la décision, dont je parlerai ensuite. Donc, en ce qui concerne la transformation de la recherche, clairement, moi, j'ai commencé mes études de droit en 2005 et on avait un module, un enseignement qui était complètement dédié à la recherche documentaire, c'est-à-dire qu'il fallait connaître les normes, être un peu rompu au droit pour apprendre à rechercher des jurisprudences, de la doctrine, etc. Il y avait un enseignement dédié à ça. Et au fur et à mesure, ça a un petit peu évolué. On a vu des moteurs de recherche juridiques où on faisait de la recherche par mots-clés ensuite, où là on était plus dans la transformation numérique que dans la transformation digitale, c'est-à-dire que c'était utile, mais ce n'était pas une révolution. Et là où il y a eu une vraie évolution, à mon sens, c'est lorsque aujourd'hui on arrive à chercher non plus des synonymes, mais on recherche le sens global d'une idée ou d'un texte, et l'intelligence artificielle avec l'IA sémantique arrive à faire ça. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que là, c'est vraiment reproduire l'esprit humain. Alors la sémantique en 2 mots, hein, je suis pas linguiste, mais la sémantique en fait elle s'oppose souvent à la syntaxe, c'est-à-dire que la sémantique c'est le fond, tandis que la syntaxe serait la forme. La sémantique ça s'intéresse au sens global, alors que la syntaxe ça serait plutôt le mot. Et donc l'IA sémantique c'est la même chose. En tout cas c'est le fait de pouvoir analyser un texte. Et de rapprocher 2 textes, non pas parce qu'ils ont des mots ou des synonymes en commun, mais parce que le sens global s'en rapproche. Et c'est exactement ce qui a été développé par des éditeurs juridiques et par des legal tech. Et c'est assez bluffant parce que nous, ce qu'on apprend à faire en tant que juriste, c'est-à-dire des raisonnements par analogie, l'IA arrive à le faire. Et sur ce point-là, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'on est vraiment sur un raisonnement qui est proche du raisonnement de l'être humain. Donc pour moi, ça c'est la première réelle évolution dans le métier d'avocat. Il y a toujours cette limite que pour moi, il faut impérativement l'intervention humaine pour que ça reste pertinent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi parce qu'il y a eu cette recherche et qu'on a dit oui, c'est intéressant, que ça a été validé et que ça le restera au fur et à mesure des recherches des différents juristes qui utilisent ces outils. La deuxième grosse évolution, c'est ce qu'on appelle l'aide à la décision. On parle souvent de justice prédictive. En fait, ce sont des instruments qui sont développés. On analyse de grandes masses de données et on arrive à prévoir en fait des issues au litige ou des probabilités de réussite sur un cas donné lorsqu'une juridiction est saisie, par exemple. Alors, ces outils ils ont été développés là aussi par des legal tech pour être vendus aux avocats, clairement. Alors, ça reprend une activité qu'on a tous et qui a toujours existé chez un avocat et qui est même une part importante de son travail, c'est-à-dire qu'on reçoit des clients chez nous qui nous disent voilà, j'envisage de faire telle action juridique, j'envisage d'aller assigner telle personne. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai des chances de gagner? Ça, on nous a toujours demandé, bien avant que même moi j'exerce. Aujourd'hui, on a juste des outils en plus pour répondre à ces questions-là. Et comment ça fonctionne? Eh bien, on est sur une matière déterminée où la plateforme ou la Legal Tech va synthétiser tout un tas de données, tout un tas de décisions, et qui dit que quand on saisit la juridiction, par exemple de Poitiers, le tribunal judiciaire de Poitiers sur telle question, avec tel critère, on a telle chance de réussite. Avec telle problématique et telle demande d'indemnisation, on a telle chance de succès entre temps et temps. Et on a des vraies cartographies. Et d'ailleurs, on peut aussi se rendre compte que une demande, elle va plus facilement être susceptible de réussir devant le tribunal judiciaire de Poitiers plus que devant Orléans, d'ailleurs, parce qu'on a de réelles cartographies des demandes et des chances de succès qui en découlent. Alors là, c'est intéressant aussi parce que nous, ça nous donne
un argument de plus, et en plus de ça, ça nous donne une masse de données importante pour éventuellement répondre aux justiciables sur cette demande de est-ce qu'il est opportun d'agir, est-ce qu'il est opportun de saisir la juridiction sur ce point. Voilà, c'est un outil de plus. Ça a sa limite aussi parce que ça ne se base que sur des décisions qui ont été prises à un moment donné, et ça n'envisage pas le revirement jurisprudentiel, qui est un peu la problématique pour moi, qui est la problématique majeure en fait de l'intelligence artificielle et le monde juridique, c'est qu'on se base toujours sur des masses de données qui ont été collectées à un instant T, et on n'envisage pas que ça puisse être autrement à ce moment-là, puisque par définition, puisqu'on ne se base que sur le passé, les revirements et évolutions jurisprudentielles qu'un être humain, un avocat, un magistrat peut envisager ne le sont pas pour l'outil. Alors ensuite, en ce qui concerne les magistrats, là aussi, on nous parle souvent de l'idée qu'un magistrat pourrait être remplacé par un robot qui prendrait des décisions sans l'aide d'un être humain. Il y a des expérimentations effectivement qui sont en cours, notamment aux États-Unis, sur certains contentieux, notamment d'indemnisation de préjudice. Alors, à ma connaissance, ça reste vraiment au niveau de l'expérimentation, et une systématisation, elle paraît assez peu probable, effectivement, même dans un avenir proche, à plusieurs titres, parce que nous, on a des normes, on a des garde-fous. On en a parlé tout à l'heure. On a notamment l'article 6 de la CEDH qui, dans le cas du procès équitable, nous contraint à avoir une procédure transparente, un respect de certains principes, notamment du contradictoire. Et donc ça rentre nécessairement en opposition avec une justice qui serait robotisée, puisque le magistrat humain, il est tenu de développer un raisonnement, quelque chose, une structuration qui doit être lisible, ce qui n'est pas aujourd'hui possible dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'elle n'est pas encore capable d'imiter à ce niveau-là le cheminement et le raisonnement dans ce type de problématique-là. Donc, à ce jour, je pense que ça reste encore de l'ordre du fantasme. Hein. Je ne dis pas que dans quelques décennies, ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, je ne vois pas comment c'est envisageable, d'une part, en ce qui concerne les normes existantes, et même avec les limites quand même informatiques qui existent. Alors, je me suis intéressée à DataJust. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a eu finalement, ça a eu peu de vie. C'est un décret qui était paru, qui créait un traitement automatisé des données en 2020 pour recenser les indemnisations des préjudices corporels. C'était pour, encore une fois, amasser un certain nombre de données et dire, dans tel cadre de préjudice, telle indemnisation est donnée par la juridiction. Le but, c'était d'aider et d'épauler les magistrats dans leur prise de décision. C'était une sorte de nomenclature en version améliorée, comme un référentiel, exactement. Ça a été abandonné dès 2022. Et il y a l'expérimentation n'existe plus à l'heure actuelle. L'État envisage un moment de reprendre sous une autre forme, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça a été donc abandonné au bout de 2 ans parce qu'il y a 2 difficultés majeures qui sont sorties. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que la conception des algorithmes et le traitement des données était extrêmement complexe et nécessitait, au-delà de l'informaticien, la présence du juriste, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. La deuxième, c'est une limite que j'appelle juridico-éthique, c'est le magistrat, ne l'oublions pas, et c'est fondamental, il est tenu d'individualiser ses décisions. Il y a une appréciation in concreto en fait qui se fait des cas de figure, et le juge est donc censé donner à chaque cas une réponse individualisée tenant compte des particularités de l'espèce, et il n'est pas juste censé faire un condensé et une somme de ce qui est jugé à un instant T. Et le droit étant vivant, il n'est pas figé. On a toujours cette problématique d'évolution jurisprudentielle qui existe. Donc à mon sens, je ne pense pas que les métiers du droit tels qu'on les connaît actuellement d'avocat ou de magistrat soient réellement menacés par l'intelligence artificielle. Hein. Je ne pense pas qu'on nous remplacera si facilement. Mais je pense que oui, il y a des outils qui sont indéniables d'aide à la décision, parce qu'on a ces données
qu'un être humain ne serait pas en capacité d'ingérer, tout simplement. Ces outils qui nous aident également à la recherche, avec ces outils de recherche qui ont beaucoup évolué. Mais voilà, je vois plus comme un outil, plus que comme une vraie révolution, un vrai remplacement à court terme sur le monde judiciaire. Alors, je me suis également intéressée à ce que ça pouvait représenter pour le justiciable, parce qu'on a une demande récurrente quand même du justiciable de reprendre possession du droit et de vouloir se l'approprier. Et de la même façon qu'on a des médecins qui nous disent les gens vont sur Doctissimo avant de venir nous voir, nous on commence à avoir un petit peu la même chose dans nos cabinets. Et on a eu la loi Le Maire qui prévoit la mise en ligne de toutes les décisions de justice en open data. Alors je ne sais plus quels sont les calendriers, mais c'est en cours. C'est très proche. Hein. Ouais, donc voilà, à un moment donné, toutes les décisions vont être mises à disposition. Alors comme ça, moi, je trouve que ça n'a pas un sens fou, surtout pour les justiciables, d'avoir une telle masse de données non organisées, hein, parce qu'on parle de données, on ne parle pas... mais voilà, les éditeurs et les legal tech, si, et d'ailleurs c'est eux qui sont à l'origine de ça. Hein. Mais pour le justiciable en lui-même, ça a finalement peu d'intérêt, cette masse de données non organisées. Mais il va y avoir effectivement le développement de plateformes qui vont sûrement donner un peu l'illusion au justiciable qui reprend possession du droit et de la matière juridique. On verra ce que ça donne. Moi, je vois bien que... alors, c'est une petite pression à donner sur les actions judiciaires. Vous avez des actions sur lesquelles vous êtes obligatoirement assisté par un avocat. C'est ce qu'on appelle les matières avec une représentation obligatoire et celles qui sont sans représentation obligatoire. Aujourd'hui, moi, je vois que quand même sur toutes les matières où il n'y a pas de représentation obligatoire, eh ben, on a quand même énormément de dossiers et de cas de figure où, voire la majorité, où les justiciables sont quand même assistés d'un avocat alors qu'il n'y a pas de contraintes procédurales. Donc je vois mal un engouement énorme des justiciables sur le fait de reprendre possession de cette manière-là du contentieux juridique. On verra encore comment ça évolue, hein, parce que peut-être que nos procédures évolueront aussi en même temps. Hein. C'est possible. On verra ce qu'il en est, mais à mon sens, voilà, il est indéniable aujourd'hui que ça nous a développé des outils qui sont utiles et qui vont être de plus en plus utiles, qui vont sûrement faciliter la tâche des avocats, des magistrats. Aujourd'hui, à mon sens, ils ne se suffisent pas eux-mêmes. L'avenir nous dira si on est substitué ou pas à long terme. Je laisse la parole à François Carré. Alors, je vais peut-être être le second oiseau de mauvais augure. Alors, peut-être annoncer la fin des avocats, la fin du droit et puis la fin des magistrats. C'est une possibilité qui nous est offerte aujourd'hui avec ChatGPT et puis ChatGPT 4 notamment, voir les évolutions puisqu'on voit les sauts qualitatifs et quantitatifs que fait ChatGPT entre sa première version et sa deuxième version. Je pense qu'on a quand même des craintes à avoir. Alors, on a évoqué tout à l'heure Asimov. Alors, on m'a piqué les lois de la robotique. Non, mais bon... On a évoqué Terminator, on m'a aussi volé une possible introduction. Donc, je me suis retranché sur William Gibson, qui était en fait un auteur de science-fiction, précurseur de la littérature cyberpunk, qui a quand même émis une pensée qui doit être portée à la connaissance de tous et qui doit être méditée. Il nous dit la véritable question n'est pas de savoir si les machines peuvent être tenues pour responsables, mais plutôt de savoir si nous sommes prêts à leur accorder une autonomie totale dans la prise de décision qui affecte nos vies. Alors moi, je pense que cette citation est tout à fait transposable dans le domaine de la justice, puisqu'elle interroge directement notre capacité à intégrer un outil qui, à mon sens, menace son fondement et sa pérennité, voire remet en cause la vision que l'on en a de manière assez simple, c'est-à-dire un processus décisionnel issu d'un débat
contradictoires reposant sur l'égalité des armes et devant aboutir à un jugement impartial rendu par un tiers extérieur à ce débat. Alors je me suis appliqué à faire une définition parce que je me suis dit il y aurait peut-être quelques avocats et quelques magistrats. Alors j'ai fait une définition toute simple qui est peut-être réductrice mais qui reflète assez finalement la vision que l'on a du procès. Et pour ceux que ça intéresse d'aller voir notamment un livre d'Antoine Garapon qui s'appelle Justice digitale et qui interroge précisément cette problématique du procès, de la représentation qu'on peut en avoir. Alors moi, mon but, dans le peu de temps qui m'est imparti, c'est d'essayer de dégager les risques de l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice. Alors pour moi, ça suppose un premier pas, c'est-à-dire qu'il faut remettre en cause les belles promesses qui nous sont offertes par les legal tech et par les promoteurs et concepteurs de l'intelligence artificielle au regard du droit et bien évidemment de leur volonté de pénétrer un marché qui s'appelle le marché du droit, puisqu'aujourd'hui le droit est essentiellement un marché, surtout pour les avocats et l'ensemble des professionnels, et donc de nous promouvoir une espèce de vision idyllique de l'intelligence artificielle au regard des bienfaits qu'elle pourrait apporter par rapport aux justiciables, par rapport à la justice. Alors, je vais être très rapide, hein, c'est un meilleur accès au droit, on vous en a parlé, l'action open data des décisions de justice. Alors, je mettrai un bémol à ce qui nous a été dit par Florence Levillain. Moi, je crois profondément que les justiciables vont s'emparer de cet outil pour la raison très simple que vous aurez derrière des legal tech qui vont faire des outils de performance, de recherche et d'analyse juridique qui seront livrés aux justiciables pour des coûts variables. Alors ça pose la problématique effectivement de l'égalité des justiciables devant la justice, puisqu'il faudra payer, mais si vous arrivez à payer pour soit un coût modique, soit peut-être un coût plus élevé, vous pourrez avoir des outils qui vous permettront à un moment ou à un autre d'aller devant le juge avec éventuellement votre fiche tirée de votre legal tech ou tout simplement de ChatGPT si on continue à l'alimenter en data et en données jurisprudentielles et en texte de loi. Alors l'autre bienfait, c'est bien évidemment la réduction, puisque ça c'est Landerneau, ça c'est la réduction du contentieux et par conséquent le désengorgement des tribunaux. Alors très honnêtement, il y a une façon très simple de désengorger les tribunaux, c'est de recruter. C'est de recruter des salariés, des greffiers, des magistrats, etc., etc. Alors oui, c'est en cours, mais c'est certainement pas suffisant. Oui. Voilà, donc en fait, on nous dit on va réduire. Bon, l'intelligence artificielle, elle est regardée, je pense, par le ministère de la Justice avec beaucoup d'intérêt parce que ça met en perspective une baisse des coûts, une amélioration de la productivité, et puis surtout une automatisation des contentieux dans nombre de domaines. Donc, je pense que, sauf à faire preuve d'un aveuglement absolu vis-à-vis de l'intelligence artificielle, qu'elle ne nous offre pas un visage si bienfaisant que ça. Pourquoi ? Si la machine est neutre, on nous l'a dit, citation du Conseil d'État, la machine aujourd'hui, on va dire la machine intelligence artificielle, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de définition, mais derrière la machine, il y a une personne. Il y a quelqu'un qui la pense, qui la conçoit, qui y injecte des données et qui a surtout une vision du monde. Une vision de la manière dont ce monde doit être agencé. Alors, pour faire là encore très simple, cette vision, alors c'est pour moi, c'est ouvert au débat, chacun peut avoir son point de vue, c'est tout à fait subjectif. Pour moi, cette vision, c'est de réduire la vie et ses aspects à des faits purement quantitatifs et des données modélisables. Si on le transpose dans le domaine du droit, on est typique dans l'utilitarisme juridique. L'utilitarisme juridique, ça implique une vision qui n'est pas sans incidence sur la perception que l'on peut avoir du droit et de manière plus particulière sur le système judiciaire, puisqu'elle aboutit in fine, dans sa version la plus extrême, à penser un monde sans droit, où l'agencement bien compris des comportements se suffirait à lui seul pour régler les rapports interhumains et les conflits. On en a un exemple typique, on vous en a parlé, c'est la voiture autonome. Vous déléguez à la machine la conduite de la voiture en fonction de la cartographie d'une ville, et c'est la machine qui gère les flux, qui les régule, et vous n'avez plus rien à faire. Alors,
derrière les promesses de l'intelligence, je crois qu'au regard de la justice, il faut éventuellement envisager les risques. Alors, je n'ai envisagé que quelques pistes. Il y en a, à mon avis, beaucoup d'autres. Alors, le premier risque, c'est la tendance naturelle de chaque être humain, c'est la paresse cognitive. Moi, je pense, très sincèrement, que le risque le plus évident d'introduction des systèmes d'intelligence artificielle dans le domaine du droit, c'est la délégation aux machines, tout à la fois du raisonnement juridique et de la prise de décision. Alors, je sais très bien quand même dire, mais les intelligences artificielles ne sont pas susceptibles encore de pouvoir produire un raisonnement juridique. Alors, c'est pas tellement dans ce sens-là que je l'envisage. Pour les avocats, je l'envisage surtout comme une confiance excessive accordée à l'outil numérique. Pour un exemple très simple, j'ai fait l'expérience de ChatGPT, comme tout le monde. Je suis allé sur ChatGPT. Alors, la première version, c'était pas terrible. Mais la deuxième version, j'ai rédigé en fait cette intervention, et puis je suis allé poser des questions. Eh bien, j'en suis sorti relativement bluffé. Alors, j'ai assisté, alors pour l'occasion, je ne vais pas faire trop long, mais j'ai assisté ce midi à un webinar qui promouvait l'intelligence artificielle comme facteur de performance pour les avocats et leur permettre effectivement de booster leur activité. Alors je me suis inscrit, il y avait quand même 1200 personnes inscrites pour pouvoir voir comment on allait booster son activité grâce à ChatGPT. Alors, je vous l'avoue très sincèrement, je suis assez déçu du résultat parce qu'en fait, on nous apprend que ChatGPT ne connaît pas le droit, puisque ce n'est pas une base de données jurisprudentielle, dès lors qu'en fait, il y a une séparation entre les éditeurs juridiques et effectivement ChatGPT, et que derrière, il y a des gros sous, et que les grands éditeurs juridiques conservent la propriété de leurs data, enfin, sauf qu'on demande bien évidemment la gratuité de ces data jurisprudentielles et voire théoriques, c'est surtout pour, en tout cas, le phénomène doctrinal, et on nous apprend en fait que, par contre, on peut tout à fait l'alimenter. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez individuellement soumettre à ChatGPT des cas personnels pour pouvoir l'alimenter en jurisprudence et éventuellement en cas particulier. Alors ça interroge quand même, parce que quand on nous dit que l'intelligence artificielle n'a pas vocation à remplacer les avocats, en fait c'est les avocats qui vont eux-mêmes nourrir la machine pour pouvoir ensuite, chez OpenAI, dire tiens, sur la France, on a tout un réseau de données jurisprudentielles et autres, on va pouvoir sortir des fiches et puis les donner aux justiciables. Enfin, en gros, ce que vous constatez, c'est qu'en fait, ça vous aide à rédiger des mails, ça vous aide effectivement à rédiger des contrats, et il est dommage qu'on n'ait pas eu M. Dodon, parce que l'outil qu'il a est particulièrement intéressant, effectivement, dans tout ce qui est automatisation des contrats, rédaction éventuellement de synthèse juridique et autres. Mais en fait, on vous apprend que vous n'avez pas boosté votre activité, mais que vous allez éventuellement remplir des mails. Alors, pour remplir un mail, j'ai appris qu'il fallait remplir « Monsieur X veut écrire un mail à Madame Y pour lui demander si elle a bien reçu les conclusions que je lui ai envoyées et si nous pourrons prendre un rendez-vous. » Et en fait, ça vous sort un mail. Sauf que la première question qui vous vient à l'idée, c'est j'ai pas plus vite fait de rédiger mon mail, éventuellement de le dicter. Il n'y a pas eu de réponse en fait sur les questions qu'il y avait sur le côté, et personne n'a voulu répondre. Bon, je pense qu'effectivement le trait est un peu grossier, mais il y a quand même un danger pour les avocats et l'ensemble des professionnels du droit à avoir cette confiance excessive dans l'outil numérique. Et la paresse, ça peut être effectivement, quand on nous donnera une réponse sur ChatGPT ou un autre outil d'intelligence artificielle, c'est de prendre ça pour argent comptant et de perdre, tout réflexe critique et tout esprit de raisonnement juridique, qui est la base de notre travail, c'est-à-dire en fait d'avoir en permanence le doute pour pouvoir trouver des solutions qui éventuellement seraient de nature à convaincre un juge. Alors pour les magistrats, puisque évidemment les magistrats sont aussi concernés, il n'y a pas que les avocats qui peuvent être paresseux, il y a aussi les magistrats. De ce point de vue-là, c'est le conformisme de la décision. Le conformisme de la décision, c'est l'outil de justice prédictive. Qu'est-ce que c'est que l'outil de justice prédictive ? En fait, vous rentrez des données sur un cas particulier, ça, à partir de la jurisprudence antérieure, c'est ça, il faut bien le noter, on vous dit, vous avez à peu près 50,1% de magistrats qui, dans ce type d'affaires, a rendu une décision. Alors,
la paresse intellectuelle, c'est pour le magistrat de dire ah, mince, s'il y en a 50,1% qui a rendu cette décision, j'ai peut-être des chances, si je rends une décision contraire, d'être mal vu. Ou alors peut-être de donner un raisonnement qui ne soit pas totalement exact. Donc, eh ben, je vais me situer dans la majorité. Sauf que derrière, on oublie une chose, c'est qu'il y a 49,9% de magistrats qui sont certes minoritaires, mais qui ont eu un avis différent, qui ont tranché les choses de manière distincte, et qui peut-être, à partir d'un cas particulier ou spécifique, a décidé qu'effectivement, il fallait rendre dans cette hypothèse une décision totalement différente pour rester autonome et indépendant par rapport à la jurisprudence, je dirais, la plus majoritaire. Sauf que si tout le monde agit comme ça, il y a quand même un risque, c'est qu'on finisse sur une justice en entonnoir. C'est-à-dire, plus les magistrats vont se situer dans la majorité, plus les décisions qui vont être prises vont être uniformes sur la base d'un seul modèle, et au final, on aura justice prédictive, voici mon cas, 100% les juges ont rendu cette décision. C'est quand même relativement dangereux, à mon sens, et qu'il faut être particulièrement vigilant à garder tout à la fois sa réflexion juridique et sa liberté de jugement. Je crois que c'est à cette aune qu'on pourrait éventuellement éviter ce risque de paresse cognitive. Alors, deuxième risque, qui découle quelque part de ce premier risque, c'est la cristallisation de la norme. Si on est dans un système d'intelligence artificielle, il y a quand même un gros risque que la norme se fige. Alors, peut-être pour la raison que je vous ai expliquée, mais pour une autre raison, c'est le mécanisme de fonctionnement de la justice prédictive et de l'outil qui est à la base de la justice prédictive. La justice prédictive, c'est dégager une solution probable. Mais c'est dégager une solution probable sur essentiellement et uniquement des données du passé. Alors ChatGPT, c'est encore pire, parce que c'est 2021. Donc, pour l'instant, c'est pas relié à Internet. Mais on n'est que sur le passé, essentiellement sur le passé. Donc, c'est bien d'ancrer le droit dans le passé pour en faire un présent et un avenir, mais qu'est-ce que ça donne par rapport au système juridique? Qu'est-ce que ça donne par rapport à son évolution? Et c'est quand même un risque, à mon avis, qui est présent, et qui, à terme et dans le temps, risque de se perpétuer. Et il est toujours dangereux de réduire un système ou une norme à l'existant et de faire une modélisation à partir du passé. Moi, je crois que ça aura une incidence directe sur la discussion juridique, parce qu'elle n'a plus de sens, elle n'a plus de raison, je dirais, d'être un moteur d'évolution du droit. On aurait pu un raisonnement juridique tel qu'on le connaît, que ce soit des universitaires, que ce soit des avocats ou que ce soit des magistrats. Et surtout dans notre système juridique, je pense que c'est aussi la perte du contradictoire. Le contradictoire, c'est quand même le fondement, parce qu'on parle souvent effectivement du droit à un procès équitable, mais le contradictoire, on l'oublie souvent, c'est quand même le fondement de notre système judiciaire. C'est ce qui en assure la garantie. Donc, moi, à mon sens, cette utilisation systématique d'outils de justice prédictive peut aboutir à un assèchement. Et surtout, je rejoins la vision utilitariste que j'ai visée, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une systématisation et une factualisation de la norme. Alors, j'entendais qu'en fait, dans la loi, il était prévu qu'effectivement, on ne pouvait pas rendre des jugements automatisés. Mais les infractions au code de la route, vous voyez où le juge ? Les injonctions de payer où tout est dématérialisé, on va l'avoir. Et de plus en plus, à mon sens, on va aller vers sur tout un ensemble de contentieux du quotidien, des contentieux de la consommation ou des contentieux de masse où effectivement on n'a pas tellement de marge dans la décision. On va arriver. J'ai presque fini. On va arriver finalement à ce système où on a la systématisation et factualisation de la norme, c'est-à-dire une automatisation, plus de marge, plus de liberté. Alors, j'ai un dernier risque, mais il est très rapide. Et ça découle de tout ça, et ça rejoint la problématique du justiciable. C'est la privatisation de la justice. On vous dit aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça va répondre à un besoin social impérieux, qui est celui de l'accès au droit. Alors, je n'exclus absolument pas la
la nécessité d'ouvrir aux justiciables de manière plus large les voies de la justice et éventuellement des tribunaux. Ce n'est pas la tendance. La tendance, c'est aujourd'hui de transférer du public au privé le règlement des litiges. Vous n'avez qu'à voir l'insistance toute particulière qui est faite sur le développement de l'amiable et des règlements, enfin des modes alternatifs de règlement des litiges. Mais je ne pense pas qu'à ça. Je pense aux plateformes de règlement des litiges en ligne. Tous ces instruments, à mon avis, présentent un risque. Aujourd'hui, on est dans un droit d'adhésion, c'est-à-dire une adhésion à l'expression démocratique d'une loi générale qui s'impose à tous. Ce système de privation du droit, lui, il repose sur les intérêts particuliers et le règlement des intérêts particuliers. Alors, moi, je veux bien qu'on transfère au privé l'application de la norme et sa gestion et son évolution. Mais il y a quand même un risque, c'est quand même la liberté de chacun. Si le droit devient un droit simplement d'incitation, il est clair et évident que l'intelligence artificielle sera à l'origine de ces incitations et de ces comportements, je dirais, incitatifs. C'est la voiture autonome, c'est-à-dire l'intelligence artificielle vous guide dans vos actes et vos actions. Donc il y a un risque, effectivement, de privatisation de la norme et de disparition du système démocratique tel qu'on le connaît, où la norme est déterminée par une assemblée parlementaire, enfin, même si aujourd'hui cette assemblée présente des défaillances, mais il n'en reste pas moins qu'on a un régime démocratique qui définit la norme. Est-ce que demain on aura un régime où c'est la norme la norme algorithmique, l'intelligence artificielle qui définit nos comportements? Donc je crois que professionnel du droit, et pour terminer, j'en terminerai, par rapport à la conclusion qui était apportée, oui, moi je crois qu'il y a une crainte à avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle, et je pense que pour pouvoir réduire ce risque et cet impact, il est peut-être nécessaire que les professionnels du droit aient une vision multidisciplinaire de leur activité, qui consisterait bien évidemment à toujours faire du droit, mais à comprendre l'algorithme, à comprendre comment les mécanismes de l'intelligence artificielle fonctionnent pour pouvoir ensuite effectivement avoir une plus-value. Mais cet esprit, c'est un autre débat. J'ai été trop long, on me l'a fait comprendre, donc je conclurai. Voilà. Non, vous étiez le dernier à parler, donc les retards de chacun se sont accumulés. La discussion va pouvoir très rapidement... Ah oui, à quelle heure faut-il laisser la salle? À 22. Bon. Est-ce que néanmoins on peut prendre 2-3 questions ou 2-3 remarques rapidement? Voilà. Je vais essayer. Moi, je voudrais plaindre Maître Étienne Desouliers. Je ne le connais pas, on ne se connaît pas. Mais comment faites-vous pour défendre un compositeur qui vient vous voir pour dire qu'il a quelqu'un qui le plagie, puisque le défenseur de ce plagieur va sortir l'intelligence artificielle, et si j'ai bien compris, actuellement il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret permettant de s'accrocher à la loi telle qu'elle devrait être. Donc vous êtes un peu dans une espèce de brume, si je comprends bien, de brouillard complet, vous avancez complètement, disons, à l'aveugle. Comment faites-vous? Alors, parce que votre collègue d'en face, il va sortir automatiquement le joker de l'intelligence artificielle. Ou si ce n'est pas encore fait, ça va le venir. Tout à fait. Alors, je parle un petit peu de manière prospective. Il y a heureusement des œuvres qui sont manifestement des créations de l'être humain. Notamment, je défends des gens qui sont des peintres, des gens qui sont des écrivains, et on voit quand même très clairement une continuité dans leur œuvre, ce qui fait qu'en montrant leur œuvre sur la durée, on peut réussir à prouver que ça n'est pas une création d'une intelligence artificielle, mais bien quelque chose qui s'inscrit dans une démarche créative sur la durée. Ce qui est plus problématique, ce sera
un texte qu'on a écrit sur Internet, un article relativement court, 5000 signes, ça peut tout à fait être protégeable au titre du droit d'auteur. Et les journalistes vous diraient, oui, on est des auteurs et on bénéficie de la protection par le droit d'auteur. Et là, dans ce type de contentieux-là, déjà, devant les tribunaux, on a ce type de réflexion. Heureusement, on a une petite botte secrète. Et c'est là, il existe, j'allais dire, à côté du droit d'auteur, un droit de type commercial, qui est le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme, qui permet de se protéger sur un marché contre ce que fait un concurrent qui pourrait créer un risque de confusion avec ce que vous faites, ou qui vous a pillé sans vergogne pour refaire la même chose à côté. Voilà, pour donner une définition relativement facile à comprendre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Donc voilà, on a cette petite botte secrète, ce deuxième outil juridique qui nous permet quand même d'avoir une protection de la création intellectuelle qui ne soit pas sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle, mais sur celui du droit commercial. Si je peux apporter un complément. Alors c'est vrai que la musique pose problème parce que le robot peut faire au kilomètre de la musique, 24 heures sur 24. Et le secteur du jeu vidéo est très attiré par cette musique algorithmique qui coûte beaucoup moins cher, évidemment. Donc ça, c'est un peu le drame pour les musiciens. J'ai vu un reportage l'autre jour sur Arte, un documentaire très très intéressant. Un artiste vient de recevoir un prix pour une peinture, entre guillemets. Le prix attribué à une œuvre numérique, en fait. Donc une œuvre créée par intelligence artificielle. Elle est très belle, cette œuvre. Donc elle a été imprimée sur une toile dans un deuxième temps. Franchement, elle est très belle. Et l'artiste expliquait, alors ça a été très, très critiqué, le prix a été très critiqué. On n'est pas sur le terrain du droit d'auteur, mais on n'est pas loin quand même. Et l'artiste expliquait le processus de création et les différentes étapes depuis le début jusqu'à l'achèvement. Et c'est plus de 90 heures qu'il a passé pour concevoir, pour tester, chercher, préciser tel élément. Et là, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est qu'un outil d'appoint à la création. Et là, on ne peut pas nier que celui qui, en fait, n'est pas peintre, mais qui est artiste, est bien le créateur d'une œuvre. Moi, ça ne me gêne pas du tout de qualifier cette œuvre d'œuvre originale. Mais alors voilà, on est dans le détail et finalement, il va falloir s'attacher au processus créatif, très précisément, retracer tout le processus pour être capable d'identifier la touche de l'homme, finalement. Voilà. Un peu d'espoir. Et puis une précision, on avait reçu je ne sais pas si Alexandre s'en souvient, si tu étais là, on avait reçu le directeur de la division d'examen de l'Office européen des brevets, qui est un office qui délivre des brevets européens, donc c'est pas Union européenne, c'est l'Europe, Conseil économique. Et il s'occupait de la division informatique et il nous expliquait que, alors c'était juste avant le Covid, je crois, il me semble, que l'OEB avait déjà délivré plus de 100 brevets pour protéger de l'IA, des outils d'IA, parce qu'il y avait une application technique avec un effet matériel derrière, par l'intermédiaire de robots. Donc voilà, il est certain que dans les offices, même en Europe, on protège l'IA déjà par le brevet. Pardon, une autre question ?